C'est parti. Bienvenue Maxime dans l'épisode 4 de Sauce Secrète. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Donc après Marion et Bérangère, cofondatrices de la Maison Trafalgar. Donc Maxime, toi tu es portraitiste. Tout à fait. Et donc on va un peu rentrer dans le détail de concrètement comment est-ce qu'on rédige un bon portrait. Et moi ça m'intéresse aussi de savoir, toi à titre plus perso, quelles sont tes inspirations, comment tu te formes et pourquoi t'écris. Est-ce que tu peux un peu commencer par te présenter, nous parler de ce que tu fais chez Maison Trafalgar et nous expliquer un peu ton parcours? Ok, ouais. Donc moi, je suis Maxime Duranté, j'ai 28 ans. Et du coup, moi, en termes de formation, j'ai eu un parcours un peu chaotique, on va dire, puisque j'ai commencé avec un bac S alors que je voulais faire un bac L. Ensuite, j'ai fait des études de prépa. Je voulais devenir officier dans l'armée de terre à l'époque. Et pour ça, donc, il y avait différents parcours possibles. Moi, je voulais encore une fois bifurquer sur lettres, faire Cagne, Hippocagne-Cagne. Mes parents ont jugé que c'était pas forcément comment dire le parcours le plus safe au niveau des débouchés, donc ils m'ont dit tu as les capacités de faire des sciences, fais des sciences. Donc j'ai fait physique chimie, donc PCSI PC, l'ancienne maths sup maths spé, mais plutôt côté physique chimie. Donc j'ai fait 3 ans puisque j'ai retapé quand je me suis dit non, en fait l'armée c'est pas pour moi. Après, comme j'étais déjà dans un embranchement un peu scientifique, technique, je me suis réorienté sur une école d'ingénieur en informatique. Ça m'a pas plu non plus. Ok. Après, je suis reparti vers mes premières amours. J'ai fait des langues. J'ai fait des langues étrangères appliquées, anglais, japonais à Lyon. Donc j'ai quitté Paris pour Lyon, puisque je suis de région parisienne à la base. Et là-bas, j'ai eu un petit projet entrepreneurial qui a coûté depuis, mais c'est en présentant mon projet en fait comment dire, au concours J'aime entreprendre organisé par Lyon 3 en fait, par la manufacture, que j'ai rencontré du coup Marion qui faisait un retour d'expérience de Trafalgar en fait, et c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Voilà, donc un petit peu pour mon parcours. Après, j'ai été recruté par Trafalgar et depuis, je suis portraitiste au sein de la maison. Ok. Et donc, malgré ton parcours plus orienté, tu as fait différentes choses, mais à l'opposé de la littérature et de l'écriture, tu as toujours gardé ce lien pour l'écriture? Tu continues à écrire à côté ou... Ouais, effectivement, j'ai commencé à écrire assez tôt puisque moi, à la base, je suis plutôt d'une, on va dire, culture geek. Donc, ça passait par pas mal de fanfiction, principalement sur l'univers de Warhammer. Warhammer Battle, Warhammer 40 000, les deux. Donc j'écrivais des petites histoires pour la communauté, j'écrivais des trucs sur des orques, des Space Marines, des trucs comme ça. Et j'ai continué après à faire mes propres histoires que je continue à écrire d'ailleurs aujourd'hui. Et voilà, ça m'a suivi depuis, je dirais, 13-14 ans que j'écris d'abord des petits trucs. Et puis de plus en plus long sur des projets divers. Voilà, ça a vraiment été un truc continu, mais surtout dans la fiction, on va dire très très imaginaire, très éloigné, on va dire, de la littérature contemporaine au départ. Ok. Et à quel moment tu t'es dit que finalement tu n'allais pas suivre la voie de tes études ou ce vers quoi ça allait t'amener et que tu t'es dit en fait ce truc de l'écriture c'est vraiment ce qui me plaît et c'est ce que je veux faire à fond? Est-ce que c'est le moment où tu as vu Marion ou tu l'avais déjà amorcé avant? Ouais, effectivement. Donc le projet entrepreneurial dont je te parlais tout à l'heure, c'était une maison d'édition en fait. Donc je voulais déjà lancer un peu un truc sur l'écriture, plus en tant qu'éditeur du coup qu'en tant qu'auteur à la base. Je voulais publier des jeunes auteurs sur Internet. Bon, ça n'a pas marché, mais c'était déjà que je voulais bifurquer. Et à côté, je faisais un petit peu de freelance en traduction, en relecture, en conseils éditoriaux. Voilà, sur des manuscrits. Donc, je voulais déjà un petit peu plus m'orienter vers ça. Peut-être que dans une autre vie, j'aurais persisté, je serais peut-être devenu un petit peu traducteur littéraire, j'imagine, parce que ça, c'était quand même quelque chose qui m'intéressait aussi, mais plus littéraire du coup. Marion et Bérangère me disaient avant que tu es à mi-temps ici? Je suis à temps partiel, je suis pas à mi-temps. À partiel, pardon. Et Ouais. donc, du coup, qu'est-ce que tu fais en plus?
Eh ben, je continue d'écrire du coup du médiéval fantastique, de la medfan ou de la fantasy comme on appelle aussi. Donc c'est un projet perso, c'est un truc que je fais depuis que j'ai 18 ans à peu près. Donc ouais, ça fait une dizaine d'années que je suis dessus. Et voilà, c'est une espèce de grand roman fleuve avec plein d'illustrations puisque je travaille avec ma sœur en fait, ma petite sœur qui et d'autres personnes, hein, mais à la base, c'est elle qui a commencé à faire des illustrations pour ce projet. Comme elle aime beaucoup les dinosaures depuis qu'elle est toute petite, puis qu'ensuite elle s'est intéressée aux dragons, aux griffons. Voilà, c'est un peu fait comme ça. Ok. Et t'aimerais publier quelque chose un jour? Oui, on va publier, c'est prévu. On est en train de discuter avec un éditeur là à l'heure actuelle. Donc on est en train de monter un petit parce que ça va être. On aimerait bien aller plus loin que juste le texte et l'illustration. Donc on est en train de monter une espèce de petite démo avec de la musique aussi et des trucs interactifs sur un truc un peu plus web en fait. Trop cool. Est-ce qu'on peut, moi j'aimerais bien parler un peu avec toi de ton processus d'écriture pour un portrait. Ouais. Déjà, toi, comment est-ce que tu avais déjà écrit des portraits avant? Avant quoi? Avant que tu commences à travailler pour Maison Trafalgar? Non, je crois pas. Je suis en train de demander. Le truc le plus ressemblant que j'avais dû faire, c'était des fiches de personnages un petit peu plus narratives. Donc la description de personnage, c'était quelque chose qui me parlait. Moi, je suis plus venu au portrait pour le côté descriptif au départ. C'était vraiment quelque chose qui me parlait. J'adore décrire. C'est un truc que je kiffe, même si de nos jours, les gens trouvent que les descriptions, c'est barbare, mais je pense qu'il y a moyen de dynamiser les descriptions et de les rendre intéressantes à lire. Donc, c'est un peu le challenge que je me suis toujours fixé. Et en fait, le portrait, c'est vraiment une description, mais avec d'autres ingrédients, bien sûr, d'autres enjeux aussi, mais c'est pour moi, à la base, quelque chose de très descriptif. Donc, je pense que j'étais relativement armé, même si j'avais pas fait de portrait avant d'arriver à Trafalgar. En fait, pour la petite histoire, j'ai postulé en écrivant mon autoportrait. Donc, sans égard en fait pour les règles que je connaissais pas du portrait Trafalgar. Je me suis juste dit comment j'aurais décrit mon intervention en fait à ce concours dont je t'avais parlé. Donc, je me suis auto-décrit sur la scène puisque c'était devant un public. Et c'est comme ça que j'ai postulé en fait. Hyper intéressant et c'est marrant parce que c'était un peu aussi le cas de Marion Bérangère, mais souvent on se rend compte que ce que tu fais à un instant T, c'est la conséquence, c'est le résultat de plein de choses que tu as fait avant, qui n'a pas forcément de sens. Et un jour, en fait, tu connectes les points et tu te dis, ah, en fait, tout ce que j'ai fait là, ça va m'amener là, en fait. Et ça m'apporte les compétences, ça m'apporte le background pour que dans ce job-là, je sois très bon. Et exactement. C'est aussi, quoi. Toi, aujourd'hui, quand tu fais un portrait, est-ce que tu peux nous amener un peu dans ton process? Concrètement, qu'est-ce que tu regardes, à quoi tu réfléchis, comment est-ce que tu trouves un angle? Ok, ouais. Donc là, on parle vraiment après l'entretien, quand j'ai vraiment ma matière. Je vais commencer par ouvrir le fichier tout simplement et faire un tri. Donc il faut savoir que on est sur entre 15 et 25 pages parce que moi je prends tout, vraiment tout en note. Donc on est sur. Repars de zéro et du coup, explique-nous aussi comment est-ce que tu penses l'entretien. Est-ce que c'est toi qui... Est-ce que vous... Alors, on n'a pas parlé avant, mais est-ce que vous avez un guide d'entretien ou est-ce que c'est pour chaque personne, vous vous dites, OK, voici les thèmes que je vais aborder, voici les axes que je veux prendre? Ouais. Ça va dépendre en fait de l'entretien préliminaire. C'est un entretien en amont, voilà, où on va cadrer avec le client, on va se dire, voilà, qu'est-ce qui est vraiment... Il y a des questions qui sont faites pour guider et on arrive en fait assez rapidement à cerner les besoins. Et à partir des besoins, à partir de ce que la personne, bien sûr, va nous dire sur elle ou sur la personne qu'on va portraiturer, donc, on va travailler des thèmes qui vont être, par exemple, je sais pas, si c'est un artisan, par exemple, on va forcément s'intéresser au savoir-faire, comment est-ce qu'on arrive à
à obtenir une technicité, comment on arrive à l'exprimer au quotidien dans les réalisations artisanales, etc. Donc, en fait, au bout d'un moment, évidemment, on a des questions, on sait que c'est des incontournables parce qu'il faut les poser pour avancer. Il faut connaître, bien sûr, le type de clientèle quand c'est important, ce genre de choses. Il y a des thématiques qu'on ne peut pas passer sous silence. Quand on a des besoins qui sont, par exemple, je dois m'adresser à des investisseurs, bah, c'est pareil, il faut savoir pourquoi on peut compter sur cette personne pour mener un projet à bien. Donc, on sait qu'il va y avoir tout un plan de démarche entrepreneuriale à creuser avec le client. Après, effectivement, c'est vraiment personnalisé dans le sens où nous, de toute façon, on fait beaucoup de recherches. On va aller creuser aussi, on va demander est-ce qu'il y a déjà des articles qui sont parus sur vous? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez dans ces articles? Qu'est-ce que vous aimeriez creuser davantage? Donc, nous, on va faire nos petites recherches comme ça. Et parfois, on a également des entretiens qu'on va modifier puisque, comment dire, je sais Bérangère en parlait. J'imagine que oui, mais il y a les portraits croisés aussi. Ouais. Où là, il y a deux personnes qui vont s'exprimer et qui vont se retrouver dans le même portrait. Donc, l'entretien de la première personne va pouvoir comporter des questions sur l'autre personne et vice-versa. Et du coup, quand on travaille l'entretien de la deuxième personne, on va forcément rebondir sur des choses que la première personne a dites pour être encore plus focus sur vraiment la complémentarité, pour éclaircir les éventuelles zones d'ombre qui resteraient, ce genre de choses. Ok, donc ça c'est la partie entretien. Ouais. Et ensuite, si on reprend ce que tu nous disais, donc tu as tes notes, tes 20 pages de notes, et ensuite comment tu réfléchis? Donc là, effectivement, il faut réussir à réduire parce qu'au bout d'un moment, c'est pas possible de faire un portrait de 20 pages. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment le tri de ce qui me semble intéressant, pas intéressant, sachant que je suis pas une machine infaillible non plus pour détecter ce qui est intéressant, pas intéressant. Donc, ça va être des choses ensuite qu'on va pouvoir revoir en comité. Dans tous les cas, je fais un premier tri. Je me base sur mon ressenti en fait pendant l'entretien, puisqu'il y a des choses que j'ai prises en note, mais je sentais que c'était plus important dans la façon dont la personne en a parlé. Voilà, donc je sais qu'il y aura des incontournables. Je sais par exemple que telle personne va vraiment avoir envie qu'on parle de ses enfants dans son portrait et qui va m'avoir dit voilà, pour moi c'est essentiel. Mon portrait ne serait pas complet s'il n'y avait pas un passage dédié entièrement à mes enfants. Voilà. Donc on a des fois aussi des volontés vraiment fermes de donner une place, pas forcément à eux, mais à des personnes qui ont compté ou à des passions aussi. Il y a des personnes qui veulent absolument que, on va dire, des pans un peu plus intimes et méconnus soient enfin abordés dans leur portrait. Et donc, ils vont dire, par exemple, moi, mon portrait, il ne sera pas complet si on ne parle pas de ma passion pour la pêche ou ce genre de choses. Et ça va vraiment donner déjà un point de départ aussi, parce que je sais que j'ai une partie qui va être obligatoire. Mais après, c'est pas mal de ressentis dans ce que… Bah là, je vais reboucler un petit peu sur ce que j'avais dit sur la description. Parce que quand on fait une bonne description, normalement, on a déjà un thème, c'est-à-dire qu'on sait quel type de personne on va devoir décrire. Ça se sent beaucoup dans les romans, je trouve, classiques comme les Balzac, les Hugo, les Zola. Il y a toujours une thématique assez forte qui se dégage des descriptions. Quand on voit la description, quand on lit la description de Vautrin, par exemple, c'est impossible ou de Saccard. Chez Zola, on sent tout de suite qu'il y a des tempéraments en fait qui se dégagent. Donc c'est ça qu'on va essayer de chercher à mettre en lumière vraiment. En fait, il faut vraiment que ce soit un instantané et que à la lecture du portrait, on comprenne quel genre de personne on est en train de rencontrer par la lecture en fait. Et ok, hyper intéressant. Et ensuite, est-ce que tu as une structure que tu essaies de garder entre chaque portrait? Ou est-ce que c'est chaque portrait appelle sa propre structure et sa propre organisation, quoi? Ouais, alors effectivement, ça c'est une question qu'on se pose parce qu'il y a des plans, on va dire, qui sont un peu enfin suivant les besoins, en fait, il y a des plans qui vont s'imposer d'eux-mêmes. Évidemment, dans la majorité des cas, il faut pas commencer par la naissance, par exemple.
Enfin, on ne parle jamais de la naissance, mais Ouais. pour comparer avec une biographie, ça part de je naquis, en gros, et ça va jusqu'à je suis mort, pour simplifier. Donc, nous, on va plutôt commencer par un premier paragraphe d'introduction qui va déjà poser un petit peu, voilà, cette personne-là, voilà quel est son métier, voilà en quoi consiste son métier, voilà l'offre qu'elle propose, quel est son avantage, parce que il faut également, comment dire, toujours avoir à l'esprit le besoin du client. Donc, si c'est effectivement faire comprendre l'offre clairement à mes prospects ou à des partenaires que j'ai envie de démarcher, bah, ça peut pas arriver en 4e paragraphe après l'enfance, l'adolescence, les études, les premiers boulots, etc. Donc, généralement, on a ce premier paragraphe qui nous met tout de suite dans le bain. Donc, il faut une introduction super forte qui arrive assez rapidement, du coup, au sujet métier quand c'est l'enjeu. Après, on se permet généralement des flashbacks parce que c'est quand même important de revenir sur des éléments antérieurs. Donc, quelles sont les influences familiales quand elles sont importantes, quelles sont les influences, on va dire, plus en termes d'éducation, en termes de premiers emplois, quand c'est une personne qui a, je vais dire un truc au hasard, mais on va dire c'est quelqu'un qui ouvre un restaurant, quelles ont été ses premières expériences dans d'autres restaurants avant, et qu'est-ce qu'elle en a retiré, qu'est-ce qu'elle a absolument voulu, comment dire, infirmé comme présupposé qu'on pourrait avoir par rapport à la restauration et qui ensuite l'amène à faire des choix sur son propre business model, sur sa manière de manager l'équipe, ce genre de choses. Et généralement, bah, on a quand même besoin aussi de placer des éléments qui vont pas être non plus en rapport direct avec le métier, mais qui vont avoir plus trait à la vie personnelle, parce que sinon ça perd en intérêt, ça perd en chaleur. Donc, on va essayer aussi de relier en fait ce qui peut être dans la vie privée de la personne, qui en fait va nourrir aussi sa vie professionnelle. Et c'est là qu'on va pouvoir valoriser des choses que les gens ne pensent pas forcément à dire sur eux en tant que professionnels. Donc, je vais dire encore un truc au hasard, mais si tu exerces un métier qui te réclame beaucoup de patience, beaucoup de minutie, et qu'à côté de ça, tu es pêcheur pas au filet, mais tu vois, genre à la ligne, on va pouvoir mettre en lien le fait que tu aies besoin de patience dans ton métier, parce que voilà, c'est l'exercice même du métier en demande, et le fait que tu fasses preuve de patience dans la pêche. Et il y a plein de choses comme ça qui sont pas forcément visibles. Au départ, on se dit, bon, bah, comment je vais pouvoir valoriser le fait que je fasse du foot ou du judo, ou j'en sais rien, ou le fait que j'aille, je sais pas, j'ai un goût pour les voyages, je vais toujours en Nouvelle-Calédonie. C'est des choses qui vont forcément devoir être croisées à un moment ou à un autre dans le portrait. Donc, on sait qu'on va avoir également un espace qui est dédié. Et du coup, pour vraiment répondre complètement à ta question, il y a des portraits où, en fait, on sent que la thématique est tellement forte, pour reprendre la notion de thématique de personnage un petit peu, la thématique est tellement forte qu'on peut se permettre quelque chose de vraiment différent. Après, on a aussi des demandes spécifiques. Moi, je me souviens d'un portrait où, donc c'était un portrait de particulier cette fois-ci, où il y avait cette thématique musicale en fait qui devait traverser le portrait, parce que c'est un pianiste et que c'était vraiment cette facette-là qui le finalement définissait beaucoup plus que son métier en tant que tel. Donc j'ai commencé tous mes paragraphes par le dérouler petit à petit d'une sorte de partition de musique. Donc c'est aussi des choses qu'on peut faire quand on sent qu'artistiquement ça marche et que ça sert également le portrait d'un point de vue structurel. Ouais, c'est ce que me disait tout à l'heure Marion Bérangère, c'est que vous, en tant qu'auteur, vous gardez une certaine liberté sur votre style et le choix du traitement du portrait que vous allez faire. Ouais, tout à fait. Ok, bah c'est hyper intéressant. Et comment vous abordez la conclusion ou les dernières lignes du portrait? Est-ce que tu as un truc que tu aimes bien faire, un effet de style que tu aimerais avoir à chaque fois? Alors moi, je suis pas vraiment spécialiste des introductions et des conclusions, pour être tout à fait transparent. C'est pas le truc que je maîtrise le plus.
Donc c'est assez souvent qu'en comité, je vais avoir besoin d'un petit peu d'aide pour faire des bonnes introductions et des bonnes conclusions. C'est vraiment quelque chose que j'ai voulu travailler et sur un point sur lequel j'essaie de m'améliorer en permanence. Généralement, la conclusion, il faut qu'elle donne une sensation enfin, pour moi, il faut qu'on finisse le portrait en se disant que il y a une sensation de bien-être en fait qui doit se dégager parce que généralement, on est face à des personnes qui sont alignées avec qui elles sont, ce qu'elles font, qui veulent vraiment montrer que tout converge en fait vers le projet qu'elles sont en train d'entreprendre. Et donc, généralement, il faut essayer un petit peu de relier toutes les thématiques qu'on a pu disséminer au travers du portrait et de montrer que voilà, en fait, tout est calibré, tout est en place pour que la personne s'éclate dans ce qu'elle fait, pour que la réussite soit au rendez-vous. Ou alors, ça peut être également des portraits qui s'ouvrent un petit peu vers des passions, des voyages, pour montrer qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Il y a différentes façons d'arriver à la conclusion, mais dans tous les cas, en fait, on vise, je pense, une conclusion qui est positive, qui nous amène pas, contrairement aux exercices un peu plus scolaires, à une autre problématique, une ouverture vers un autre problème qu'on voudrait traiter. Ok. Et est-ce que vous avez… alors, j'aurais peut-être dû le demander à Marion Bérangère, ça, mais peut-être que tu pourras me répondre. Est-ce que vous avez un message que vous avez envie de faire passer au global? Un espèce de fil rouge entre tous les portraits en disant en fait, il y a plein de parcours, plein de parcours de vie différents. Et quelque part, nous, ce qu'on valorise, ce qu'on met en avant, ce qu'on aime ou ce qu'on veut défendre, c'est ça. Ouais, ce qu'on veut défendre. Ouais, d'accord. Je dirais que ce qu'on veut défendre, c'est le fait qu'il y ait de la place pour tous les types d'apports, de profils et de parcours. En fait, c'est pas parce que tu viens pas du tout du parcours typique que t'as pas et que t'as pas ta place là où tu es. C'est pas parce que on parle d'un portrait pro que c'est complètement hors sujet de parler de tes enfants, de parler des livres que tu as pu lire, des références culturelles que tu peux avoir au sens large, des voyages que tu aimes faire, des cultures que tu aimes rencontrer. Au contraire, en fait, tout ça forme un tout. Tu peux pas en fait faire un profil pro qui soit totalement séparé et qui se résume finalement à j'ai fait telle étude. Ensuite, j'ai ouvert telle boîte. Ensuite, voilà, des jalons un peu secs. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est que vous pouvez oser de parler de vous. En fait, vous pouvez vous dévoiler et vous pouvez un petit peu confier une partie de vous dans le portrait. Et vous allez voir que en fait, les personnes qui vont lire ces portraits, c'est vraiment ces éléments-là avec lesquels ils vont raisonner. Ouais. On raisonne pas ou assez peu avec je suis allé à telle école, j'ai eu tel diplôme. Enfin voilà, c'est bien sûr, il faut le dire, mais on n'est pas obligé de s'en tenir à ça. On est beaucoup plus touché par des histoires de personnes, des histoires de voilà. Par exemple, quand j'ai écrit le portrait d'un tapissier, ce qui m'a vraiment ému et je pense ce qui émeut le plus, c'est le début quand en fait ce jeune tapissier qui était pas du tout majeur, qui était pas encore tapissier, qui était un enfant, en fait il allait chez un autre tapissier qui lui montrait les ficelles du métier. Et alors il raconte comment il voyait cet atelier avec beaucoup d'odeurs, beaucoup de couleurs, et cette personne qui lui montrait un petit peu comment on faisait. Et c'est comme ça que lui a eu cette envie de devenir tapissier à son tour. En fait, c'est beaucoup plus, je pense, dans l'émotion. Et en fait, ça renforce tellement le portrait. Et pourquoi voilà, moi je suis passionné par mon métier, parce que j'ai rencontré cette personne quand j'étais petit, etc. C'est pas parce que parce que je suis passé dans telle école, en fait. Hyper intéressant, et effectivement, je trouve que ça se ressent un peu quand on vous lit et quand on voit votre image de marque globale, c'est que vous mettez en avant des parcours, mais vous mettez en avant la diversité, la singularité et ce qui rend chacun unique. Et c'est un peu ce que tu dis, c'est le message
derrière tout ça, c'est en fait, oui, il est arrivé à cette position ou à ce poste-là, mais en fait, il est bien plus que ça. Et on peut tous s'assumer, on peut tous s'affirmer comme on est et arriver à des endroits qui nous conviennent, quoi. Exactement. Et ça se sent bien quand on vous lit. Quand on a échangé un petit peu, tu disais que tu avais une écriture qui était presque scientifique. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Alors oui, effectivement, pendant la période en fait où j'ai monté la maison d'écriture, j'étais très 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 préoccupé par la stylistique. J'ai écrit pas mal de pages. Je pense que j'ai écrit peut-être 200 pages de stylistique pure. Donc, okay. Vraiment, à quoi ça ressemble, ça? J'étais allé vraiment dans le détail. Ça va être pourquoi j'utilise ce mot et pas un autre, pourquoi je vais utiliser une rime à tel endroit pour mettre en relation deux éléments, pourquoi je vais utiliser un chiasme à tel autre, à quel moment faire des métaphores, à quel moment arrêter ces phrases, à quel moment les reprendre, comment on utilise les pronoms relatifs pour éviter de perdre le lecteur en route parce qu'on fait ce que j'appelle des redirections. Voilà, en fait, je me suis vraiment intéressé à la technique pure. J'ai décortiqué tout ça. Alors peut-être que c'est mon bagage scientifique effectivement qui m'a conduit à faire ça, sachant que j'ai pas du tout une approche académique du truc. J'ai jamais fait de cours de stylistique et d'ailleurs ma petite amie en a en lettres modernes et je comprends rien à la stylistique à elle. Mais voilà, après, dès que je suis arrivé, en fait, une de mes premières préoccupations, en fait, ça a été de montrer l'utilisation du point-virgule, par exemple. Ça a été un truc que j'ai absolument voulu mettre en avant parce que je trouve qu'on n'utilise pas assez de point-virgule. Donc, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, il faut absolument que j'utilise correctement le point-virgule pour que, en fait, ça va être un petit peu compliqué peut-être à suivre, mais je voulais utiliser tellement bien et tellement chirurgicalement le point-virgule que je voulais montrer qu'il y avait certains endroits où il n'y avait que le point-virgule qui pouvait être utilisé. Donc, tu tournais les phrases pour que… à ce que le point-virgule soit la seule utile possible. Pour dire après, vous voyez, c'est utile le point-virgule. Donc, je pense que j'ai toujours eu cette approche où je voulais montrer que tel mot était vraiment utile. Donc, j'allais trouver une situation où il pouvait pas y avoir d'autres mots que celui-là. Et je pense que de fil en aiguille, ouais, ça a créé une sorte de style qu'on pourrait qualifier de scientifique, mais scientifique dans la littérature, c'est-à-dire pas du tout scientifique tel qu'on pourrait le lire dans un magazine, dans une revue scientifique. Ouais, bien sûr, hein, mais bien sûr. En tout cas, t'as pas une approche. Tu sais, on peut souvent se dire que les littéraires, c'est des rêveurs, des gens qui se laissent aller, qui vont au feeling. Toi, tu as plutôt l'approche inverse, tu es très structuré, tu es très minutieux, rigoureux, détaillé dans ce que tu fais, quoi. Ouais, en fait, j'essaie de trouver l'idée, bon, ça, normal, mais après, mon challenge, en fait, c'est d'utiliser le nombre minimum de mots pour arriver à cette idée, pour arriver à l'exprimer comme je le veux. C'est mon petit délire dans chaque phrase. Non, mais je trouve que j'essaie d'avoir la même approche. Alors moi, je pense que je suis moins pointilleux et minutieux que toi, mais effectivement, je pense que quand tu écris, le vrai challenge, c'est être le plus concis, le plus simple dans ce que tu dis, et pas l'inverse. Ouais. Alors que je trouve que l'école tend à nous apprendre l'inverse. Tu sais, on est très influencé par la grosse littérature, les phrases très chargées, etc. Et je pense, enfin moi, on tend plutôt vers l'épuration. Je vois ce que tu veux dire, et quand tu parles d'école, c'est vrai, parce qu'au-delà des lectures imposées, où effectivement, dans un roman, tu n'as pas de limite de place, donc tu peux digresser, et ça, les auteurs classiques le savent très bien, ils le font. Mais dans tout ce qu'on écrit, les profs, probablement parce que ça structure la pensée, mais ils nous demandent de mettre bien en évidence comment ils appellent ça? Les articulations logiques, je crois. Donc, c'est bien mettre en début de phrase, en effet, virgule, de plus, virgule, donc, virgule, en conclusion, etc. Et c'est vrai que c'est ce qu'on appelle le style scolaire, en fait, où plutôt que d'essayer de bien écrire, on essaie de prouver qu'on a compris et qu'on n'écrit pas des trucs au pif à quelqu'un. Donc, ça crée de la prose assez chargée et il faut se débarrasser de ces réflexes-là quand on arrive sur
sur des articles qui sont des articles, des contenus, hein, peu importe lesquels, et donc a fortiori des portraits qui seront lus par des entre guillemets vrais gens pour le plaisir ou pour pas pour vérifier qu'on a des connaissances. On a bien compris. Ouais. Non mais exactement. Ouais. Est-ce que je suis curieux de savoir, toi, sur une journée classique, est-ce que tu as des méthodes pour t'organiser? Est-ce que tu as des trucs tu vois, moi, par exemple, je sais que je suis plus productif le matin. Et donc, dans mes journées, moi, je fais une grande partie, je suis freelance. Et donc, dans ma semaine, dans mes journées, je m'organise pour que le travail d'écriture pur, je le fasse que le matin. Et l'après-midi, c'est des trucs plus gérer mes emails, faire des rendez-vous, etc. Est-ce que toi, tu as des méthodes ou des trucs pour t'organiser? Alors, moi, je ne sais pas écrire quand j'ai faim. C'est Ok. impossible. Donc effectivement, je vais un petit peu m'organiser comme toi, c'est-à-dire que le matin, je vais essayer de pulser un petit peu parce que vers 11 heures, je commence à ralentir petit à petit. À 11h30, je commence à avoir faim. Donc là, généralement, je fais un break. J'étais sur de l'écriture assez intense jusqu'à 11h30. J'essaye de me poser. Je me dis, je relis en fait. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des trucs que je peux virer, toujours dans cette optique d'écrire le minimum de mots. Ouais. Est-ce que là, j'ai pas oublié une idée en fait, parce que toujours aussi dans cette optique de bien répondre aux besoins, des fois on se laisse un petit peu embarquer et on oublie que j'ai pas parlé de son métier. Mince. J'ai déjà écrit 500 mots, j'ai pas parlé du métier. Bon, ok. Donc je vais me mettre des petites notes entre crochets. Je saute une ligne. Je me laisse ensuite des instructions comme ça. Je vais aller fouiller dans mes notes pour voir si j'ai pas non plus zappé une citation qui était trop cool et que je voulais absolument mettre, mais je sais pas, d'une nuit à l'autre j'ai oublié. Donc voilà, je fais ces petites vérifs. Après je mange et je reprends. J'essaie de réattaquer le plus vite possible dès que je sors de table et pareil j'ai cette petite courbe descendante où après je vais plus m'occuper des tâches en fait. Oui, effectivement, répondre aux mails s'il y en a. Après, moi, c'est assez léger de ce point de vue-là, parce que comme je suis portraitiste, j'ai surtout l'écriture en fait, à faire concrètement dans la journée. Mais plus peut-être des retouches aussi. Les retouches, j'ai mes notes qui ont été prises en direct avec le client quand on a déjà fait un premier rendu. Donc généralement c'est plus facile. J'ai pas à créer des idées puisque les idées je les ai déjà notées ou on a échangé déjà avec le client pour savoir qu'est-ce qui pouvait éventuellement manquer parce que ça arrive. Sinon c'est des reformulations, c'est des petites modifs légères et je m'en occupe jusqu'à ce que j'ai fini ma journée généralement. Est-ce que tu as des méthodes pour relire ton texte? Est-ce que tu as des trucs auxquels tu fais attention, des techniques ou des choses vraiment sur lesquelles tu es vigilant? Oui. Ça va être cyclique en fait. Je pense que c'est quelque chose qui arrive en fait parce qu'on définit ensemble une signature Trafalgar avec les autres portraitistes. Du coup, il y a des choses qui reviennent et comme on se lit entre nous, il peut arriver que, alors soit par hasard, soit parce que justement on est influencé, on utilise les mêmes expressions. Il y a eu une période où on avait beaucoup recours à la tournure en si. Donc, si, c'est que, ou des choses comme ça. Donc, là, on se dit mince. Faut changer. Faut changer. On réécrit, voilà. Donc c'est principalement ça. Après moi je suis plus quelqu'un qui travaille de manière très minutieuse et qui fait pas beaucoup de jets. C'est quasiment un premier jet direct, sauf que je passe énormément de temps dessus et je bidouille chaque phrase jusqu'à ce qu'elle soit vraiment comme je veux. Et après je passe à la suite. Je fais rarement une première ébauche pour ensuite reprendre. Ok, hyper intéressant. Est-ce que avant de passer à la fin, comment est-ce que toi tu vois ta courbe de progression en tant qu'auteur? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu considères que tu as encore des progrès à faire et comment est-ce que tu essaies de travailler sur ces choses-là? Ouais, carrément. Quand j'ai commencé, il y avait des sujets sur lesquels j'étais pas du tout à l'aise.
Alors moi, j'étais pas vraiment bon dans tout ce qui était. Alors comment vraiment le formuler? Non, mais comment le formuler de manière à ce qu'on voit vraiment de quoi je parle. Tout ce qui touchait à la maternité, moi, c'est quelque chose qui ne me parle pas trop parce que j'ai pas de désir d'enfant. Et que du coup, j'avais au départ un peu de mal à me projeter là-dedans. Donc, c'est un travail que j'ai vraiment fait pour comprendre émotionnellement comment les personnes qui, elles, avaient cet ancrage très fort, voilà, ressentaient les choses, qu'est-ce que ça signifiait pour elles d'être mère, d'être père. Donc ça, je pense que j'ai énormément progressé là-dessus et maintenant, je peux vraiment m'adapter à n'importe quelle personne en termes d'empathie, ce qui au départ était un petit peu difficile parce qu'on arrive avec en plus on arrive, voilà, on est dans la vingtaine, on a des convictions très affirmées, on a chacun comment dire, des convictions différentes. Ouais. Il ne s'agit pas non plus de changer de conviction, mais il s'agit de comprendre l'autre. Et donc, sur ce sujet-là, moi, j'étais assez froid au départ, et donc j'ai beaucoup progressé là-dedans. Et honnêtement, ça m'a permis en tant qu'auteur, en plus derrière, je pense, de beaucoup progresser dans l'écriture de l'être humain finalement, puisque il n'y a pas de tricherie possible avec un portrait. C'est-à-dire qu'un personnage de fiction, on peut le rendre aussi intéressant qu'on veut. S'il est inintéressant, c'est parce qu'on l'a choisi, et du coup, généralement, on ne va pas se priver pour le critiquer. C'est régulièrement ce qui se passe quand des auteurs vont décrire des bureaucrates, par exemple. Ils vont être extrêmement... ou des financiers, généralement, ils sont très négatifs vis-à-vis de ces personnages-là. Et en fait, on se rend compte que oui, n'importe quelle personne, toutes les personnes, plutôt que n'importe quelle, toutes les personnes sont intéressantes à partir du moment où on prend la peine de s'intéresser à elles. Et je pense que ça m'a énormément fait progresser dans la psychologie. En fait, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule. Au départ, j'étais quelqu'un qui écrivait beaucoup pour les scènes de combat. Je reviens sur Warhammer. Les scènes d'action, les descriptions de créatures un petit peu fantastiques, de magie, de bâtiments, surtout des fortifications, encore une fois. Et je me suis pris de passion pour la psychologie humaine, et je pense que ça se ressent vachement maintenant dans ce que j'écris, puisque je me suis vraiment réorienté vers des personnages très simples, principalement des soldats, mais pas que, et même sur des simples soldats, en fait, on a beaucoup de choses qu'on peut dire. Pas forcément des personnages insipides de deuxième, troisième, quatrième plan, quoi. Et du coup, les points sur lesquels je pourrais continuer à m'améliorer et sur lesquels je dois travailler, je t'avais dit les conclusions. Parce que j'ai peut-être un peu de mal à être synthétique. Je suis quelqu'un quand même qui écrit beaucoup. En termes de volume, le portrait, ça m'a vraiment forcé à être concis. J'avais du mal à rester dans des formats. Je suis encore quelqu'un, je pense, d'assez verbeux. J'ai toujours envie d'en rajouter, donc savoir s'arrêter aussi, c'est un truc. De dire stop, t'en as assez dit sur ce sujet, même si tu pourrais développer le truc, tu pourrais user le dictionnaire des synonymes, arrête-toi. Ok. Est-ce que tu as une lecture à nous recommander? Peu importe ce que c'est. Ça peut être de la fiction, ça peut être autre chose, ça peut être une biographie, un portrait. Ouais. Alors pour les portraits, moi je pense que l'incontournable de toute façon, et c'est très drôle, pour le coup c'est très piquant, c'est La Bruyère. Ouais. Avec les caractères, pour moi c'est vraiment le fondamental du portrait, parce que c'est, comme il le disait, des petites fenêtres. Et à travers des personnages qui sont donc calqués sur des courtisans pour la plupart, il nous décrit toute l'humanité, et je trouve que c'est vraiment très très amusant à lire. C'est très très bien écrit, c'est assez varié. Il y a différentes éditions qui existent, puisqu'il y a des éditions avec plus des pensées, aussi des maximes, des trucs un peu philosophiques, mais il y en a qui sont plus côté portrait, donc c'est plus ça que je recommande, puisque les maximes sont un peu moins intéressantes. Sinon, en termes de fiction, pour moi, ce serait La Horde du Contrevent, qui est un super objet d'étude. Je ne sais pas si tu connais. Damasio, ouais. Voilà. Ouais. Pourquoi? Alors, parce que l'intrigue est vraiment très simple.
Je la redonne juste en 2 secondes. En fait, il y a un monde dans lequel il y a un vent continuel qui souffle toujours dans le même sens. Et pour connaître l'origine de ce vent, en fait, on envoie des expéditions régulièrement. Et là, on va suivre la dernière expédition. Après ça, il n'y en a plus. Donc, on suit les membres de cette expédition qui vont remonter jusqu'à l'origine du vent. Voilà, ça c'est la quête. Et après, le côté vraiment innovant de ce livre, c'est que Damasio, en fait, il alterne de manière extrêmement rapide les points de vue de toutes les personnes qui participent à l'expédition. Donc, alors de tête, je sais plus, mais il doit y avoir une douzaine de points de vue, mais peut-être même plus, mais qui peuvent se succéder d'un paragraphe à l'autre. C'est-à-dire que tu peux en avoir 2, voire 3 sur une seule page. Okay. Et là, il est très très fort. C'est parce qu'évidemment, il ne fait pas de rupture dans l'intrigue. C'est toujours tous les personnages sont au même endroit, donc ça raconte la même action au fur et à mesure. Mais surtout, il a développé un style d'écriture propre pour chaque personnage. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont écrits au présent, il y en a qui sont écrits au passé, il y en a qui sont écrits dans un style super argotique, il y en a d'autres qui sont ultra scolaires. Par exemple, le géomètre, forcément, il écrit pas du tout de la même manière que le noble du groupe, ou il y a un barde qui s'appelle, enfin un barde. En tout cas, le gars s'appelle Caracol, c'est un saltimbanque, donc plus ça va être quasiment que des jeux de mots, des allitérations, des rimes, des trucs comme ça dans ce qu'il écrit. Et je pense aussi, là, c'est vraiment poussé très très loin comme concept. Mais dans l'idée, c'est aussi un petit peu ça qu'on fait avec les portraits, c'est-à-dire que si j'écris sur un horloger, il va falloir que, par exemple, je vais m'amuser avec des sonorités qui font penser au tic-tac. Je vais mettre évidemment plein de jeux de mots, plein de trouvailles en fait qui vont tourner autour de son univers. Je vais toujours m'adapter. Évidemment, j'ai ma signature Trafalgar qui va unifier, qui va faire que c'est du Trafalgar. Mais comme ça doit être le portrait, la pièce unique pour la personne qui est unique, je vais m'adapter à ce qu'elle aime, cette personne, et je vais pouvoir aussi changer mon fusil d'épaule peut-être en plein milieu du portrait pour parler d'une passion qui n'a rien à voir. On va dire passer d'un joaillier, par exemple, qui travaille dans quelque chose de hyper minutieux, hyper précieux. On ne sait pas, peut-être que c'est quelqu'un qui fait du tir à côté et je vais décrire des morceaux de verre qui volent et des choses extrêmement brutales, extrêmement violentes, et je vais devoir m'adapter pour que tout ça s'enchaîne bien et qu'on ait les différentes facettes d'une personne, parce que ce serait un petit peu aussi le piège, c'est-à-dire de vraiment figer le portrait dans un seul genre t'es horloger, je vais faire que des trucs sur les montres. Oui. Je vais te mettre tous les jeux de mots possibles sur les montres. En fait, tu seras horloger et rien d'autre. Ouais. Tu vois, donc il faut s'adapter aussi, parce qu'une personne n'est pas seulement c'est pas une couleur, il y a tout un spectre, et à chaque fois il faut rendre compte en fait de la complexité aussi des êtres humains, tout simplement. Passionnant. Donc La Bruyère et Damasio. Ouais. Trop cool. Mais j'en ai lu aucun des deux, donc je vais mettre ça sur ma longue liste de lecture. Non, franchement, c'est très très bien. Je le recommande pas à la légère. C'est vraiment top. Merci beaucoup, Maxime. C'était vraiment trop cool. Hyper intéressant de rentrer dans le détail avec toi de comment tu écris, comment tu bosses, etc. Je suis curieux aussi de mettre des textes que tu as déjà écrits dans la description de la vidéo et dans. Ouais. Tu peux m'envoyer des choses, tu as des choses publiées que tu peux m'envoyer avec grand plaisir. Ok. Oui, d'accord, pas de souci. Top. Écoute, merci. D'ailleurs, tu verras, on sent aussi le côté un petit peu portrait. Je pense que ça a pas mal nourri. J'imagine, ouais. Ça a dû influencer tout le reste, quoi. Ouais. Trop cool. Merci beaucoup, Maxime. À bientôt. Merci beaucoup.